Bonjour à tous, à ceux qui sont déjà Bonjour connectés. à tous. On va attendre une petite minute que tout le monde arrive. On me dit dans l'oreille que vous allez bientôt nous voir, donc ça va arriver. En tout cas, bienvenue à tous. Je vais commencer à partager mon écran, mais vous allez perdre notre visage. Donc, vous voulez quand même se montrer pour que vous sachiez qui est derrière ce webinaire. Donc, vous avez toute l'équipe d'animation. Voilà, donc on va lancer le partage et Laurent va introduire notre webinaire. Ça ne devrait pas tarder. Déjà, encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur l'expérience client. Alors, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Laurent Péqueux, je suis directeur associé au sein d'Oresis en charge des services financiers et nous avons eu le plaisir d'organiser cet événement avec Worldline. Alors, pourquoi cet événement sur l'expérience client? Il ne nous a pas échappé à nous, Worldline et Oresis, que l'expérience client constitue un enjeu majeur de transformation du secteur. Les opportunités amenées par le réglementaire, notamment loi Bourquin, Pacte, des attentes de plus en plus fortes des clients et la pression concurrentielle qu'on observe aujourd'hui font que l'expérience client constitue un élément majeur de différenciation entre acteurs. Et bien entendu, tous ces points aujourd'hui sont renforcés par la situation actuelle du Covid qui va intensifier aujourd'hui, de notre point de vue, le mouvement vers le digital. Alors, Worldline et Oresis, c'est aujourd'hui une relation de longue date avec plusieurs missions réussies auprès de la BNP et la Banque Postale. On a aujourd'hui une vraie complémentarité entre nous, à la fois sur des missions d'accompagnement et de change autour de grands projets de transformation digitale portés par Oresis et aussi par l'apport des solutions techniques de Worldline. Et c'est cette vision complémentaire, cette complémentarité qu'on a entre nous que nous souhaitions vous apporter lors de cet événement. Et je remercie par avance tous nos intervenants et la richesse des expériences qu'ils vont vous apporter aujourd'hui. Un grand merci aussi à Hélène Guérin qui nous a rejoints pour présenter son expertise métier et un retour d'expérience passionnant sur une mission de digitalisation en période de confinement au sein du courtier Predictis. Mais je ne vais pas spoiler plus longtemps notre événement. Pour présenter nos différents intervenants, donc, on a réuni vraiment un panel assez large d'expérience, d'expertise, tant sur les aspects projet, métier et technique. Je voulais introduire chacun de nos intervenants. Donc, en premier lieu, Hélène. Alors, Hélène Guérin est une ex-directrice de programme dématérialisation et services digitaux chez AXA. Elle a eu un long parcours chez AXA et en pilotage de grands programmes. Et aujourd'hui, elle est consultante indépendante et intervient notamment auprès de Predictis. Moi-même, Laurent Péqueux, donc partenaire au sein d'Oresis sur le service financier. Quentin, qui travaille avec moi sur Oresis et qui accompagne beaucoup de projets de transformation, notamment transformation digitale. Et côté Worldline, Guillaume Lefebvre, qui est en charge aujourd'hui de tout ce qui est Customer Experience et R&D au sein de Worldline. Et Clément Noël, qui a une expertise forte sur tout ce qui est digital banking au niveau Worldline. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Guillaume Lefebvre. Merci. Alors oui, on commence par des choses très générales autour des tendances du digital. Effectivement, notre monde évolue très vite, très rapidement. Alors, on a sorti il n'y a pas très longtemps, en juin, une infographie globale sur les tendances digitales où on va mettre en avant la plateformisation, l'importance de l'intelligence artificielle, la partie essentielle de la confiance, notamment dans la relation client, et puis les parcours clients qui évoluent. Mais plutôt que de rentrer dans le détail de cette infographie, j'ai piqué quelques éléments par-ci par-là autour de ces tendances digitales pour les appliquer concrètement à l'utilisateur et à la relation client. Parce qu'effectivement, au centre de la relation client, il y a les utilisateurs. Alors, le premier point que je mettrai en avant, c'est que les utilisateurs, ils évoluent très vite. Ils évoluent très vite et leur device, leur smartphone, leur mobile, leurs nouveaux devices sont de plus en plus utilisés. Bien sûr que le smartphone a un rôle particulier aujourd'hui au quotidien, mais l'avenir va au-delà du touch.
Le deuxième point, c'est le fait que les GAFAM, donc les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les pure players comme les Natu, Netflix, Airbnb, Tesla ou Uber qui vont créer des ruptures et l'équivalent des GAFAM en Chine avec les BATX fixent des nouvelles règles en fait parce qu'ils sursollicitent les utilisateurs au travers des services en ligne, de leur parcours client. Et aujourd'hui, ça génère forcément des attentes et des nouvelles attentes, en tout cas des utilisateurs vis-à-vis des banques, des assurances et en fait des marques en général. Et le troisième point, ça concerne la technologie. La technologie, elle évolue très vite, elle est très facilement accessible en réalité. Il y a énormément de choses possibles. Par contre, ce que veulent les utilisateurs, c'est pas de la technologie. Ce qu'ils veulent, c'est le service. C'est l'accès à l'information, l'accès à l'information en temps réel. Alors bien sûr que la technologie va aider. Par contre, elle doit rester invisible pour l'utilisateur. Alors, rentrons dans le vif du sujet et appliquons-le à la relation client. Si je prends les attentes des utilisateurs, au final, ces attentes sont assez simples, mais on sait très bien que faire simple, c'est très souvent et toujours quasiment très compliqué. La première attente de l'utilisateur, c'est quoi? C'est le fait que il va pouvoir éviter de perdre du temps, de gagner du temps. Aujourd'hui, on vit dans un monde toujours de plus en plus rapide, avec toujours de plus en plus d'informations. Si on peut éviter de perdre du temps à attendre une réponse ou à attendre un conseiller ou attendre la bonne information et de devoir répéter, c'est essentiel pour l'utilisateur et c'est le number one. Le deuxième, c'est l'instantanéité qui doit être constante. Alors, c'est l'accès à tous les canaux. Aujourd'hui, entre les utilisateurs, les gens sont multicanaux, utilisent les réseaux sociaux, utilisent le mobile, utilisent la messagerie instantanée. Un terme assez ancien, ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device, n'a jamais été aussi vrai aujourd'hui, en fait, en réalité, sur cette continuité des canaux, cette continuité de l'expérience qui existe entre les utilisateurs et qui est attendue face aux banques et face aux assurances aussi, évidemment. Le troisième point, c'est que les gens veulent garder le contrôle. Ils veulent garder le contrôle et avoir le choix en réalité, garder le choix entre avoir la possibilité d'avoir une interaction automatique, autonome, parce que j'ai besoin d'une information simple et efficace et peut-être qu'il est tard et on est dimanche. Avoir le choix aussi de pouvoir avoir un conseiller, avoir le bon conseiller au bon moment, rapidement, pour pouvoir être accompagné parce que la question est compliquée ou la problématique est complexe. En lien avec le contrôle, il y a la confiance. Garder la confiance est le quatrième point. Parce que aujourd'hui, que ce soit la transparence, que ce soit la traçabilité et évidemment la sécurité, c'est plus une option, c'est pas une option aujourd'hui. Et on sait très bien que la relation client ne peut pas exister sans confiance, confiance entre les utilisateurs, les marques, les banques et les assurances. Plutôt que de prendre beaucoup de chiffres, on est plutôt parti sur des design personas, donc sur des personnages sur lesquels on applique et sur lesquels on a pas mal d'interactions et de discussions sur quelles sont leurs attentes, comment ils voient la transformation de la relation client aussi vis-à-vis des banques, des assurances. Chacun a des profils différents. On en utilise beaucoup. Là, il y en a 5 d'affichés. Aujourd'hui, en termes d'introduction, je vais vous en présenter 2. Je vais vous présenter Marc et David. Marc, un utilisateur et David, un conseiller. Alors Marc, qui c'est? Marc est divorcé, il voyage assez régulièrement, il utilise souvent son smartphone pour tout type d'usage et effectivement depuis le confinement lié au coronavirus, que ce soit au bureau ou à la maison, il utilise de plus en plus sa messagerie instantanée, il utilise beaucoup plus la visioconférence. Et ça a aussi un impact sur son évolution. On va le voir quand on parlera du Covid en particulier, mais aussi des tendances en général. Donc Marc, qu'est-ce qui est important pour lui? La première chose, c'est effectivement, il faut que les réponses à ces questions doivent être prises en compte automatiquement. C'est-à-dire que ces dernières demandes, son contexte, c'est essentiel pour lui pour éviter de devoir rappeler, de devoir perdre du temps à rappeler les situations et il veut que ce soit efficace. Et effectivement, si on regarde un sondage assez récent, 80% des demandes, c'est un sondage par rapport aux banques et aux assurances en France, 80% des utilisateurs attendent que leur dernière demande soit prise en compte. Et quand on parle d'attente, en réalité, on parle pas juste de personnalisation basique, on parle pas juste de, quand j'appelle un service vocal interactif, bienvenue Marc. On parle bien
bien de gestion en temps réel du contexte. Et par exemple, on va le voir là dans cette image, l'idée, en tout cas, de pouvoir faire en sorte que, par exemple, lorsque j'appelle un service vocal interactif, si j'ai un dossier, un sinistre en cours, si j'ai une question ouverte, que je ne sois pas sur un accueil standard, mais que cet accueil du service vocal interactif puisse être contextualisé avec des choses assez simples, de type, voulez-vous recontinuer votre dossier? Est-ce que vous voulez est-ce que vous préférez être mis en relation avec un conseiller parce que en fonction de ses préférences et en fonction de ses dernières interactions, c'est ce genre de choses qu'il a demandé. Ça devient essentiel pour lui pour que ce soit efficace, pour qu'on gagne du temps, cette gestion du temps réel. Deuxième chose, pour Marc, il attend effectivement d'avoir les mêmes services, que ce soit en ligne ou en proximité, en agence, que ce soit en agence ou en proximité. Les deux vont dans le même sens. Et si je prends deux exemples avec la signature électronique de contrat ou les interactions en visioconférence, on a les mêmes informations. La première chose, sur la signature électronique avec un agent, on a vu une explosion pendant la phase de confinement du nombre de demandes de signature électronique. Alors certes, c'est pas le confinement, c'est pas le Covid-19 qui a poussé les gens à déployer ce genre de solutions. Les tendances existaient déjà. Par contre, il y a eu un vrai boost contraint, mais essentiel pour que les gens passent du mode c'est facile, je continue à utiliser le papier en agence versus je dois de toute façon le faire en ligne et au final, je prends les habitudes. Sur la visio, c'est la même chose. Alors là, j'ai pris quelques chiffres concernant Zoom, qui a beaucoup été utilisé. On est passé de 10 millions à 200 millions de réunions Zoom par jour. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que certes, ça a diminué un petit peu, mais ça continue à être utilisé. J'aurais pu prendre des chiffres. On a les mêmes types de courbes sur l'usage des applications mobiles pour la santé en visio. Et donc ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas juste la visio qui est intéressante, c'est le fait de proposer une expérience où effectivement, je vais avoir de la visio, mais je vais aussi potentiellement avoir du partage d'écran, faire en sorte que l'utilisateur puisse être facilement inclus dans la conversation avec le conseiller, avec l'expert. Dernier point pour Marc. Marc, ce qu'il attend, c'est que vu qu'il est tout le temps connecté, vu que il est souvent avec son smartphone, il veut tout suivre en direct. Il veut une vraie transparence pour ses demandes, ses dossiers, ses commandes. Et les premiers à l'avoir fait et à avoir impulsé en fait cette attente, c'est l'exemple d'Amazon. Amazon, c'est très facile de suivre son colis, et aujourd'hui tous les transporteurs le font, suivre le colis, suivre le dossier en cours, pouvoir traiter en temps réel les demandes et les nouvelles commandes. Récemment, le CIC, par exemple, en mai, je crois, a lancé le suivi instantané de sinistres sur mobile, justement pour proposer à l'utilisateur d'éviter d'appeler alors que son dossier est bien pris en compte. Et là, on parle de transparence. On parle de transparence, certes, pour la confiance, parce que si on donne toutes les informations à l'utilisateur, bien sûr qu'elles sont choisies, mais c'est cette confiance qu'on va alimenter. Mais surtout, d'un point de vue relation client, on va éviter les appels inutiles. On va éviter de faire perdre du temps à l'utilisateur, d'attendre d'être mis en relation avec quelqu'un pour lui dire « vous inquiétez pas, le dossier est pris en compte, l'évolution de la demande arrive ». Donc voilà quelques exemples de tendances qui nous semblent vraiment importantes autour de l'utilisateur. Passons maintenant à David. David, lui, c'est un digital native, il fait partie de la génération Z. Lorsqu'il achète une nouveauté, en fait, il lit jamais la notice. Il veut que ça marche tout de suite. Il est toujours connecté à son mobile et il vient d'être embauché dans un centre d'appel. Alors, je suis sûr que pas mal d'entre vous et d'entre nous, moi en particulier, sur lire la notice, va pouvoir se projeter. Alors David, il commence à travailler effectivement dans le centre d'appel et son attente, c'est qu'il puisse comprendre facilement comment fonctionnent les outils, comment il peut utiliser et profiter de l'expérience des autres. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, le partage de connaissances, l'engagement participatif, le multitâche. Aujourd'hui, c'est des éléments naturels. On va voir une photo là, alors qui est pas une photo si récente que ça, d'étudiants en classe. On voit qu'ils sont tous avec leur PC allumé. Si on regarde un peu plus près, ils ont tous des écrans différents. Ils sont multitâches, ils font plein de choses en parallèle. C'est leur naturel de pouvoir être dans cette forme de fonctionnement. Et du coup, ça a un impact aussi par rapport à, effectivement, je rentre dans le centre de conseil, de centre de contact, faut que j'ai ces mêmes facilités de partage de connaissances, d'engagement, de capacité de traiter la donnée. Traiter la donnée, c'est le point suivant. C'est qu'effectivement, même juste avoir un clic pour trouver la bonne information ou trouver la bonne offre, la meilleure offre commerciale à proposer à son client qu'il a en face ou qu'il a au téléphone, même un clic, ça semble trop long pour lui. Il faut que ce soit poussé, il faut que ce soit
proactif, il faut que ce soit instantané. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle a un impact fort sur beaucoup de business, mais aussi a un impact déjà sur le centre d'appel, que ce soit sur l'optimisation, sur la recommandation, sur la prescription et la prédiction, sur l'automatisation de certains process. Aujourd'hui, on voit par exemple Netflix, aujourd'hui, ils économisent jusqu'à 1 milliard de dollars par an, c'est ce qu'ils annoncent, hein, en termes de rétention de clients par rapport à leur investissement qu'ils ont fait sur leur moteur de recommandation haute performance, hein, performance parce que idéal, efficace et aujourd'hui on voit comment Netflix utilise l'IA sur la recommandation, bah, ça a un impact fort aussi sur les outils de recommandation conseillés, des outils d'assistance pour trouver ce qu'on appelle la next best action par exemple pour aider le conseiller à être plus efficace. Le dernier point pour David, c'est que de son point de vue, son superviseur doit rester alerté à tout moment, doit être disponible même s'il quitte son bureau, s'il est chez lui. Aujourd'hui, on va le voir, hein, le multi-device et la continuité est devenue la norme, c'est pas une exception. Alors quand on parle de continuité, c'est au travers de sa tablette, de son mobile, de sa montre, de montre connectée ou que sais-je. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il soit tout le temps disponible. Et là, on voit effectivement qu'on n'est pas que sur la transformation des outils, mais aussi de la façon dont on travaille aussi du côté des conseillers. Et on va en parler aussi après, hein, le fait de pouvoir faire en sorte que son conseiller, même s'il est en télétravail, il puisse continuer à être opérationnel, c'est essentiel. Alors, dans le slide suivant, on va voir que au final, il y a énormément de challenges autour de la relation client, que ce soit du point de vue de l'utilisateur à droite, avec plus de transparence, avec de l'interaction de plus en plus humaine aussi, de l'autonomie et plus d'automatisation, avec de la proactivité ou de la disponibilité, de la continuité entre les canaux. De l'autre côté, c'est une vraie évolution aussi du centre de contact, mais aussi des conseillers. On parle d'agents augmentés, par exemple. On parle de nouveaux outils basé avec de plus en plus d'intelligence artificielle pour de la connaissance client, pour de la gestion du contexte, pour du collaboratif. Et ces nouveaux outils, c'est effectivement par rapport à une plateforme qui doit être très agile. Le dernier point qui est tout en bas, c'est que ça a un impact aussi sur le self-care, évidemment, qui est entre les deux pour pouvoir fournir à l'utilisateur de l'autonomie, de la continuité, de la proactivité. Et on voit autour des flèches un ensemble de technologies qui vont apporter des éléments de réponse sur chacun des points. Par contre, ce qui est intéressant de noter sur ces challenges de la relation client et de la technologie, c'est cette combinaison entre les technologies et les parcours clients qu'on veut adresser en prenant plusieurs challenges en même temps pour apporter une vraie rupture pour les utilisateurs. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'appliquer ça au monde de la banque et de l'assurance avec Laurent de façon plus explicite pour les banques et les assurances. Laurent, je te laisse la main. Merci beaucoup Guillaume. Donc on va pouvoir regarder maintenant les tendances sectorielles. Et donc je vais beaucoup rebondir sur les expériences que nous a montrées, notamment les profils de Marc et David. Déjà parce qu'on voit qu'ils ont des attentes et des exigences clients de plus en plus fortes vis-à-vis de l'expérience, et donc une expérience de plus en plus riche, avec une vraie continuité, une vraie transparence autour des informations et de la capacité à avoir à la fois une vision sur mon activité, mes produits, mes services. C'est aussi une volatilité de plus en plus forte. Hein. C'est de se dire finalement aujourd'hui, on a de plus en plus une facilité à aller ailleurs, entre guillemets, et donc une attente qui résonne avec l'attente, hein, c'est de se dire finalement le client peut aller ailleurs. Donc retenir le client, c'est aussi lui proposer une vraie richesse de parcours. Donc un des points majeurs qu'on observe, c'est cette recherche d'un parcours qui va être fluide, rapide et sans couture. Donc vraiment quelque chose qui est assez naturel, qui va, on voit que ce soit les canaux qu'on utilise et autres, qui va être assez simple. Et donc il y a une vraie recherche, un vrai travail aujourd'hui à mener autour des parcours pour permettre cette expérience client et pour vraiment lui offrir quelque chose de très fluide. Et l'autre point qu'on peut observer, c'est vraiment d'aller de plus en plus vers de la personnalisation. Donc personnalisation à la fois des produits, mais aussi d'amener de plus en plus de services personnalisés aux clients et donc vraiment de bâtir autour de l'expérience client une offre de services assez large qui va parfois dépasser même le strict cadre des services financiers. Et donc, c'est vraiment d'amener cette richesse aux clients en ayant une connaissance de plus en plus forte de ses appétences. En gros, c'est je connais très bien Marc, je connais très bien David, je connais en fait un peu leurs préoccupations qui peuvent être très différentes. Donc, vraiment d'aller chercher en tous les événements de vie une connaissance assez forte des clients. Alors, autour de ça, c'est bien entendu une digitalisation à 100% qu'on cherche. Hein, c'est de se dire finalement, on l'évoquait dans le côté, je ne vais pas réappeler derrière, donc c'est pour amener un parcours digital complet à 100%. Et aussi beaucoup d'automatisation, qui va être un sujet assez majeur aujourd'hui, qu'on voit se développer énormément. Alors, on parlait tout à l'heure de l'IA.
vraiment de pouvoir développer de l'automatisation dans le processus de souscription, sur aussi de la déclaration de sinistre, donc amener le plus d'automatisation possible sans intervention ou sans coupure finalement dans le parcours. Et j'évoquais le sujet de la personnalisation, ça va être aussi de capter un maximum d'informations, de moments de vie des clients pour être complètement customer-centrique. Et ça, c'est fondamental, puisque finalement, personnaliser, apporter du service automatisé, ça veut dire recueillir une connaissance client forte. Voire même, on parlait tout à l'heure de transparence, c'est même redonner la connaissance que j'ai du client au client pour que lui vienne la compléter. Donc, il y a une vraie recherche aujourd'hui d'information et de collecte des éléments clients. Et le contexte bouge beaucoup. L'écosystème aujourd'hui du secteur des services financiers bouge énormément. Ce qu'on peut observer, alors ce qui va dépasser même les frontières du secteur, c'est vraiment le développement de partenariats et de plateformisation, c'est-à-dire finalement des partenariats avec le retail, des partenariats avec les transporteurs pour finalement proposer lors de l'achat d'un produit ou lors de l'achat d'un voyage, finalement toute l'assurance qui va avec. Donc on voit de plus en plus des relations cross-secteur qui se développent et des partenariats assez forts dans une logique plateforme, donc plateforme de services, proposer de plus en plus de services à mes clients. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des rapprochements, des fusions et optimisations au travers de groupements d'acteurs, de relations dans le secteur entre de la banque, des assureurs, des mutuelles et autres. Et puis l'émergence de nouveaux acteurs, alors que ce soit des startups, des insurtech qui vont se positionner aussi sur le secteur, qui vont proposer, et donc qui va être là pour le coup digital native, qui vont proposer aussi de nouvelles expériences aux clients et qui s'inscrivent comme vraiment un compétiteur et une concurrence assez forte aujourd'hui dans le secteur. Donc voilà un petit panorama, alors qu'on a fait assez synthétique, de ce qu'on peut observer aujourd'hui en termes de tendance. Par rapport à ça, aujourd'hui, les acteurs vont être confrontés à des vrais défis. Alors, le défi de l'expérience client, donc c'est vraiment de revenir sur les parcours, redéfinir, et on voit beaucoup de projets et on est beaucoup sollicité aujourd'hui sur finalement la redéfinition des parcours clients et de retravailler vraiment sur le parcours avec une approche de plus en plus, on le voyait au travers des personas présentés par Guillaume, de plus en plus personnalisé, donc de voir comment par rapport à ces différents personas on adapte les parcours. Donc ça, c'est un premier point en se disant qu'aujourd'hui, c'est un vrai ACD, un vrai avantage concurrentiel pour les acteurs, donc, ce qui fait émerger aujourd'hui beaucoup de projets. Point suivant, l'automatisation des parcours. Alors, on parlait tout à l'heure de l'IA, de tout ce qui va être aussi sur des outils d'automatisation de process. Donc, ce qu'on va rechercher aujourd'hui, c'est finalement sur certains points de parcours, sur certains éléments comme la souscription ou autre, finalement, comment arriver à automatiser au maximum ce parcours et faire que ce soit le plus simple possible et le plus automatique, avec aussi de la reconnaissance de documents. On le voit sur par exemple de l'assurance auto, dans tout ce qui est scan de documents sur lequel on va aller prélever les informations sans nécessairement demander de la ressaisie. Donc, on voit émerger aujourd'hui de plus en plus de recherches, de travaux autour de l'automatisation des parcours. Autre point, le développement de partenariats. Donc ça aussi, c'est une vraie recherche. Alors ça va dépasser le cadre du secteur. C'est notamment dans l'apport de lead, finalement conclure des partenariats avec d'autres acteurs, d'autres secteurs, que ce soit, j'évoquais tout à l'heure, le retail, les transports, et donc d'être de plus en plus dans de l'intégration de services. C'est aussi sur l'enrichissement de l'offre de services, c'est pas nécessairement des services qui vont être développés par les services financiers, c'est d'aller chercher des services, alors que ce soit des services santé, on l'a observé notamment chez certains acteurs, d'aller chercher ou s'associer avec des startups qui vont proposer des services autour du médical, autour de l'healthcare, autour de la dépendance aussi. Donc, c'est vraiment de développer aussi des partenariats qui vont permettre d'intégrer des nouveaux services dans le parcours client qu'on va proposer, tout en gardant un parcours client qui est fluide, finalement transparent pour les clients. On parlait d'automatisation de parcours, de l'IA. Il y a tout un sujet aujourd'hui majeur finalement d'être dans une approche data de plus en plus forte et notamment d'être client-centrique. Là, c'est vraiment des projets qu'on voit émerger de centralisation de la donnée client, mais aussi avec une grosse réflexion sur comment finalement tirer des sujets à valeur métier pour le client, comment trouver finalement les bons cas d'usage, alors que ce soit dans l'automatisation des parcours, que ce soit dans la connaissance client qu'on peut apporter aux conseillers. Donc, tout un sujet majeur aujourd'hui autour de la collecte de la donnée client. Et je parlais du conseiller, finalement aujourd'hui, et Guillaume en parlait, il y a une vraie recherche de conseillers augmentés. Alors, pourquoi? Parce que d'une part, on voit qu'avec la personnalisation, l'offre produit se diversifie. Donc, comment on permet finalement aux conseillers de bien comprendre les nouveaux produits avec un enrichissement assez fort des produits derrière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le conseiller augmenté avec des outils qu'on va lui mettre en place, alors que ce soit du helpdesk, que ce soit des chatbots, des assistants métiers qui vont me permettre d'avoir une proposition produit que je peux soumettre au client. Bien entendu, proposition produit qui va être personnalisée par rapport à la connaissance client qu'on aura derrière.
Ça peut être aussi des dispositifs de vidéoconférence, notamment dans la période actuelle, et Hélène en parlera un peu plus loin, qui est finalement comment je garde du lien et comment je garde la relation avec les clients dans un contexte où il y a de moins en moins de contacts physiques. Donc, le conseiller augmenté, aujourd'hui, c'est un vrai sujet important du secteur. Et enfin, bien entendu, tous ces projets qui vont se télescoper, qui vont vraiment amener beaucoup de changements. Il y a un vrai sujet d'embarquement des collaborateurs. Et ça, c'est des sujets où on accompagne beaucoup aujourd'hui, qu'on a beaucoup été vu dans le secteur, que ce soit auprès d'acteurs comme Aviva, mais aussi au sein de la Banque Postale ou autre. C'est vraiment d'accompagner cette transformation et de bien accompagner les collaborateurs dans tous ces changements qui vont s'opérer et dans tous ces nouveaux outils qui vont apparaître. Et pour l'illustrer, on voulait vous proposer des exemples concrets autour de la Maïf. Donc, ce qu'on observe dans le cas de la Maïf, bon, déjà, il y a le sujet de la plateformisation, c'est-à-dire de proposer de plus en plus de services aux clients. Alors, pour prendre 2 exemples, il y a la partie place du déménagement qui a été mise en place par la Maïf. Il y a aussi Nestor qui me permet de faire de l'agrégation de comptes bancaires et avoir un suivi de mon activité et de mes finances. Donc, toute une logique de services complémentaires, alors qui peuvent dépasser le cadre de l'assurance, mais qui me sont proposés. Par ailleurs, on va avoir une ouverture. Donc là, il y a eu quelques annonces, je crois qu'il y a un mois, faites sur LinkedIn autour de l'ouverture du télétravail à tous les salariés. Donc, une logique forte aujourd'hui de télétravail. On voit aussi tout ce qui va être modernisation et digitalisation des espaces clients, donc tout un travail qui a été refait, alors à la fois technologiquement sur les plateformes proposées, mais aussi sur un retravail complet de la partie parcours. Et puis, des sujets intéressants alors qui commencent à émerger et qu'on voit beaucoup se développer, c'est finalement sur les économies, alors soit parce que finalement il y a eu des excédents, soit parce qu'on a généré aussi une économie en proposant un tarif plus avantageux. Finalement, comment on réutilise les économies, on les reverse ou on permet de réutiliser au travers de services ces économies. Et ça, c'est un sujet aussi qui se développe beaucoup en termes d'avantages concurrentiels qu'on observe chez la Maïf, mais aussi chez d'autres acteurs. Il y a aussi tout ce qui va être autour de finalement de développer des partenariats, que ce soit avec des startups ou avec d'autres acteurs, donc au travers notamment du Social Club et du Startup Club, donc vraiment incuber des startups qui peuvent être intégrées comme service au sein des services Maïf et ce qui est proposé aux adhérents. Et puis, dernier point, on l'évoquait, et je pense que c'est quand même une composante majeure, il faut en revenir aussi à l'humain, c'est vraiment d'accompagner tous les collaborateurs dans ces transformations, de les embarquer, de s'assurer qu'ils sont bien solidaires de cette transformation. Et là, ce qu'on observe à la Maïf, c'est vraiment à la fois les approches management confiant, tout ce qui est symétrie des attentes entre adhérents et employés, et vraiment un embarquement fort qui est fait pour que toutes ces transformations elles soient bien intégrées, elles soient bien prises dans l'ensemble de l'organisation. Et ça reste un point majeur. Je pense que Quentin fera un zoom un peu plus loin sur nous dans tous les accompagnements projets qu'on a eu et l'importance du change sur ces sujets et aussi de mettre en place des nouveaux modes de management. C'est un point vraiment essentiel pour réussir les grosses transformations auxquelles le secteur est confronté aujourd'hui. Et dernier point, donc on ne peut pas s'empêcher d'en parler, c'est finalement le Covid et ses impacts sur le secteur aujourd'hui. Finalement, il y a une vraie transformation dans la relation client et dans la manière aussi de conquérir les clients. C'est que là, on est dans une logique de conquête et même à distance en continuant à garder du lien. Donc ça, c'est vraiment dans l'esprit acquérir de nouveaux clients. C'est aussi limiter l'attrition grâce à une bonne expérience client. Encore une fois, l'expérience client va devenir et devient aujourd'hui, c'était déjà le cas avant le Covid et ça s'intensifie maintenant, un vrai avantage concurrentiel et donc aujourd'hui, on voit émerger de plus en plus de projets autour de ce sujet. C'est aussi un sujet où les primes liées à la pression concurrentielle diminuent avec, à contrario, une recherche d'augmentation de l'offre de services, de compléments, de suppléments, de pouvoir apporter de plus en plus de services aux clients. Et enfin, dernier point et qui est lié aussi à la période, c'est l'augmentation du télétravail, alors à la fois en interne entre les collaborateurs, mais aussi dans des logiques de visioconf, aussi dans la relation avec les clients. Et notamment, les premiers impactés sont les centres de relations clients. Et donc, tout ça, bien entendu, c'est aussi de pouvoir accompagner un peu dans l'urgence, dans certains cas, l'ensemble des collaborateurs dans ces nouveaux challenges et notamment dans cette relation qui évolue avec le client. Et donc, pour parler de parcours, je vais laisser tout de suite la parole à Clément qui va nous apporter tous ses retours d'expérience sur les outils de parcours client.
Ça marche. Merci Laurent. J'ai donc choisi de parler de la manière dont les banques et assurances doivent choisir les outils qui constituent justement leur parcours client. Parce qu'en effet, pour compléter et parfaire cette expérience numérique, ces sociétés doivent d'abord analyser leurs clients et trouver justement les personas que Guillaume a évoqués qui constituent leur base client. Avec cette analyse, elles seront à même d'identifier les lacunes dans leur parcours client et leur stratégie numérique. Donc pour commencer, et Guillaume l'a très bien exposé, de nombreux outils et nombreuses technologies sont aujourd'hui disponibles pour composer les parcours des clients. Mais pour chacun de ces parcours, se posent les questions suivantes. Quelles étapes doivent les constituer? Quelles interactions attendent les clients à chaque étape, justement? Et quelle vision en interne vos conseillers, vos agents doivent avoir de ces étapes et justement un retour sur celles-ci? Pour répondre à cette question, je vais reprendre la phrase de Steve Dennis tirée de son article dans Forbes, qui est le problème pour les sociétés, c'est de prendre conscience que les clients tiennent compte des canaux, mais que les clients valorisent surtout l'expérience, les solutions, l'ergonomie et la simplicité. En clair, c'est pas le nombre de canaux que vous proposerez qui fera une différence substantielle pour vos clients, mais plutôt l'utilité et la commodité de l'interaction elle-même. Elle créera une expérience positive avec votre marque et en fin de compte, une conversation durable. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une expérience plus omnicanale, mais plutôt multicanale, en utilisant des canaux pertinents dans un parcours pour un but précis. J'introduis ici les parcours clients, soulignant l'importance de comprendre ce que le client essaie réellement d'atteindre parce qu'il a interagi avec votre entreprise. Un lien émotionnel fort avec votre marque peut avoir un énorme retour sur investissement. Certains rapports de Gallup suggèrent justement que les entreprises ayant une meilleure connexion émotionnelle avec leurs clients surpassent de 85%, ce qui est assez énorme, leurs concurrents en termes de croissance des ventes. La question qui se pose est donc la suivante. Comment prévoir les situations que vos clients vont rencontrer et proposer des parcours clients adéquats? Je vais reprendre le principe des personas tel que Guillaume nous l'a déjà exposé, essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Il existe une représentation semi-fonctionnelle de votre client idéal, basée à la fois sur l'étude de marché et l'analyse des données réelles de vos clients, justement basée sur la data. Elle permet généralement d'esquisser les principales caractéristiques et les comportements récurrents de vos principaux clients cibles. Les personas en fait, peuvent varier énormément d'une entreprise à l'autre, même au sein d'un même secteur d'activité. C'est pourquoi je me contenterai de montrer quelques représentations simplifiées, mais en tout cas, elles permettent de définir pour un objectif client donné, un parcours client, le nombre d'étapes qui pourraient composer ce parcours, et l'appareil, enfin le canal qui compose chacune des étapes. Une fois vos personas prêts, vous devez poster au moment clé de leur vie et aligner les points de contact avec les objectifs clients. Ici, on va zoomer sur David, qui, rappelons-le, qui a été introduit par Guillaume et repris par Laurent. Attend surtout, avec les sociétés avec qui il travaille, beaucoup d'instantanéité et de la personnalisation à chacune de ces interactions clients. Récemment, on a vu beaucoup de banques cibler des segments de niche qui étaient auparavant mal desservis, comme les petits professionnels, les petites entreprises, avec des banques comme Conto, Nickel, Revolut, Exalis, pour en citer quelques-unes. Chacune de ces banques, justement, s'est concentrée sur la mise à disposition d'un parcours multicanal complet, digital, pour les personas qu'ils avaient identifiés qui constituaient leur base client. Aujourd'hui, un parcours client, donc là on va s'intéresser au parcours client de David, c'est pas seulement une sélection de quelques points de contact. Les consommateurs ont tendance à réaliser des parcours longs pour échanger avec les sociétés dont ils sont clients. En moyenne, un parcours complet est composé de 6 points de contact, et un point de contact étant la combinaison de l'appareil utilisé, du canal choisi et de la tâche accomplie. Ici, David cherche à partir en voyage. Il peut recevoir des conseils vis-à-vis de ce voyage et se sentir accompagné. La plupart des étapes réalisées ici sont des canaux correspondant justement à son besoin d'instantanéité et de personnalisation. Il va demander des informations grâce à un voicebot ou une application qui va tenir compte de ces informations personnelles et lui répondre en conséquence. Et il reçoit des informations complémentaires à chacune des étapes, soit par email, soit sur son réseau social privilégié, et utilise énormément le self-service mobile, ce qui va correspondre vraiment à son potentiel et à sa caractéristique de personnalisation et d'instantanéité. Si on était resté sur l'exemple de marque, pour le même objectif, il
qu'il y aurait eu potentiellement, sachant que Marc, lui, attendait plus d'homogénéité dans l'échange, ça aurait été potentiellement un recours avec des étapes différentes et des canaux différents pour avoir peut-être de la visioconférence et pourquoi pas un rendez-vous physique. Ce qu'il ne faut pas oublier, même si là on présente des choses orientées 100% digitales, c'est que d'après une étude de BCG, 43% des consommateurs sont favorables à un mélange d'interaction physique et virtuelle. Enfin, pour ces parcours clients, pour déterminer la combinaison la plus efficace de canaux et d'appareils que vous devez avoir, vous devez comprendre en profondeur pourquoi vos clients privilégieraient un canal plutôt qu'un autre et effectuer une tâche spécifique pour chacun de ces points de contact. Ce graphique permet de simplifier le choix des canaux pour chaque étape d'un parcours client. Il combine le niveau de personnalisation attendu d'un point de contact à l'impact que génère cette étape dans le parcours client. Je vais commencer par les échanges demandant peu de personnalisation avec un impact faible sur le parcours client. Nous allons y retrouver toutes les actions de self-service que le client peut effectuer, à la fois self-service web ou self-service mobile, où le client peut effectuer ses actions de tous les jours ou des actions très simples. Pour les points de contact demandant plus de personnalisation, on va retrouver toutes les nouvelles technologies qui vont être parfaites pour ces échanges clients, que ce soit le chatbot, le voicebot, l'intelligence artificielle et l'analyse sémantique, qui sont utilisables de nombreux supports, que ce soit WhatsApp, Messenger et les différents chats synchrones. Des recherches complémentaires indiquent qu'environ 80% des sessions de chat consommateurs peuvent être résolues par chatbot plutôt qu'avec certains de vos agents conseillers. Et si on couple ça avec le fait que Accenture, d'après son sondage, estime que 71% des consommateurs sont ouverts à l'idée d'une interaction avec des chatbots, et on se rend compte que c'est un domaine dans lequel les sociétés peuvent économiser énormément en utilisant une technologie avec laquelle leurs clients en fait sont déjà à l'aise. Mais la partie importante et suivante, ça va être aussi la partie escalade. Pour tous les points de contact stressants ou pressés, les clients veulent parler à un humain ou pouvoir obtenir une réaction rapide. Les centres d'appel semblent être toujours la meilleure option pour les situations stressantes qui exigent une action immédiate dans une situation de crise. Une autre alternative, ça peut être le chat synchrone avec un de vos agents, qui peut être une solution complémentaire. Et là, le changement va être vraiment en interne sur la transformation des outils que vous mettez à disposition de vos agents, qui doivent pouvoir se rendre compte de la dernière escalade depuis un autre canal et changer de canal rapidement. Enfin, il devient essentiel pour certains clients d'échanger avec un conseiller qui prend le temps de les accompagner lors de points de contact clés de leur parcours client. Pour réaliser ces étapes clés, on va avoir du coup rappelé quelque chose qui n'est pas dans le parcours digital, le rendez-vous physique qui peut toujours être présent, ou enfin la visioconférence avec toutes les options qu'elle peut apporter, comme le partage d'écran. Pour conclure, je dirais que les outils et les solutions sont au service d'une relation client digitale bien analysée. Il faut choisir avec soin les canaux que chaque typologie de client utilise par point de contact afin que le client trouve son compte sur chaque étape du parcours. Le conseiller augmenté reste toutefois primordial. Il est le garant de l'engagement client, surtout sur les étapes clés du parcours où le client a besoin d'être conseillé. Il peut être assisté et renforcé par le digital et tous les outils et disposer d'une interface simple pour jongler entre les canaux qu'il a à sa disposition. Et enfin, obtenir rapidement une vision 360 avec les dernières informations, les dernières escalades sur les échanges avec le client. Tout ça peut être complété enfin par des échanges de documents, le partage d'écran qui rend le conseiller 100% digital. Pour finir, Hélène va désormais détailler comment, dans un cadre forcé, cette logique peut être mise en œuvre. Oui, merci Clément. Effectivement, j'ai eu l'occasion de vivre cette aventure passionnante avec Predictis et je vais vous raconter comment le process de vente a été dématérialisé à marche forcée en plein confinement. Alors, Predictis, c'est le premier courtier en assurance vie et épargne individuelle en France. C'est la maison mère du groupe Premium qui fait à la fois de l'activité de courtage et de la gestion d'actifs avec 2 milliards d'actifs sous gestion. Predictis travaille avec 300 mandataires, ce sont des indépendants dont la rémunération est 100% à la commission. Aujourd'hui, les deux enjeux majeurs de Predictis, un, c'est de devenir le leader incontournable du courtage sur le marché de l'épargne et de la retraite. Et deux, on sait que le courtage est encore très éclaté
et il souhaite constituer et offrir une plateforme robuste pour agréger tous ces acteurs sur ce marché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant le confinement, début d'année? Depuis toujours, la vente était 100% physique, avec l'établissement d'un bilan patrimonial et puis une souscription 100% papier. On s'était posé la question de la dématérialisation, bien évidemment, mais il y avait 4 grands freins. La première, c'est la qualité de la relation client. Donc, on se posait la question de la connexion émotionnelle que tu as citée tout à l'heure. Et puis, on se disait aussi, est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Est-ce qu'on pourra transformer, signer le contrat? La deuxième chose, évidemment, c'était tout ce qui était frein d'outils. Est-ce que le commercial, le client aura le bon outil, la bonne caméra, le bon micro? Est-ce qu'ils arriveront à se connecter, etc. Troisièmement, dans ce métier-là, il y a une réglementation qui est très forte. Et comment on pourrait respecter la protection des données personnelles, bien enclencher, mettre en place la phase précontractuelle qui est obligatoire, etc., etc. Enfin, un courtier, ça travaille en partenariat avec des compagnies d'assurance qui ont l'offre de produits d'assurance et on travaille au rythme de la dématérialisation de ces produits. Alors, on se retrouve le 14 mars, 3 jours avant le confinement vient d'être annoncé et on se dit avec le COMEX, on lance une task force pendant 3 jours du vendredi et tout le week-end. On se dit, aïe, premièrement, plus de chiffre d'affaires d'acquisition pour Predictis et surtout, pour les 300 commerciaux indépendants, ça devient une question de vie ou de mort, puisque en tant qu'indépendants, ils n'ont pas de filet de sécurité. Et puis, c'est un réseau de fait qu'on peut perdre très vite, alors qu'on a mis des années à les former. On crée une gouvernance, on se pose, on réimagine le process de bout en bout, le précontractuel obligatoire, le bulletin de souscription, la signature électronique, les échanges de documents, jusqu'au contrôle par le back-office et la transmission à la compagnie. Ensuite, on décline ce process un par un, assureur par assureur, produit par produit. Et tout ça, on faisait au jour le jour avec les commerciaux lors de notre point quotidien jusqu'à la rédaction des emails clients. Les commerciaux testaient. On était en mode test and learn, jour après jour, et c'était finalement une méthode agile ultime. Et dès le 3 avril, les ventes redémarrent à distance et au final, on a pu maintenir le chiffre d'affaires quasiment à 7% près. Et dès la fin du confinement, on a explosé les compteurs en juin et juillet avec des ventes records ever. Et de nouveau, une hausse du chiffre d'affaires comme on l'avait avant le confinement. Ça s'explique par la rencontre du meilleur des deux mondes entre le physique et le digital, une relation mixte, et comme vous l'avez cité tout à l'heure, avec de la transparence et du contrôle, comme attendu par les clients. Alors, dès le 11 mai, on s'est fait un COMEX extraordinaire qui a été dédié au retour d'expérience pendant tout ce confinement pour capitaliser sur les réussites. Et on s'est dit très, très vite, on a gagné au moins 1 an sur la digitalisation. Sur la page suivante, sur tout ce qu'on a pu apprendre, toutes les réussites. La première, c'est que ça a profondément fait évoluer la relation client, tout en maintenant cette connexion émotionnelle. Finalement, le sans-papier, c'est très pratique et apprécié par la plupart des clients et bien évidemment des commerciaux. Aujourd'hui, 90% maintenant des souscriptions sont dématérialisées. Donc, on est passé de 100% de physique à 90% en digital, 10% restant en papier. Deuxièmement, on a gagné un temps considérable et ça permet de diminuer totalement l'administratif et d'apporter de la valeur ajoutée, de faire totalement son devoir de conseil. Troisièmement, la relation client, elle devient adaptable et personnalisée, comme Laurent l'a cité tout à l'heure.
Là, on va s'adapter à ce que souhaite le client. Est-ce qu'il veut une rencontre courte, longue, physique, en visio, etc. Ça permet de aussi s'adapter à une clientèle qui n'a pas forcément envie d'intrusion dans son espace intime, qu'on vienne chez lui. Donc, ça a permis plus de rendez-vous, plus d'acceptation de rendez-vous. Et encore une fois, plus de transparence et de contrôle avec des écrans partagés où on leur montre exactement ce qu'on est en train de faire. Et puis, ils cliquent sur la signature électronique, c'est le contrôle ultime. Ça a permis aussi de développer encore plus la prospection via la recommandation. Les clients ont encore plus de facilité à donner des contacts, puisque ça peut être finalement des entretiens en visio très rapides. Et puis, dans ce contexte de Covid qui reprend, là, là on le vit là, dans les jours, ces jours-ci, ça apporte une rassurance supplémentaire avec le risque zéro de contamination. Alors, pour les commerciaux qui ont pété les compteurs, en termes de productivité, eh ben, on a constaté effectivement un taux de transformation un petit peu plus bas quand on est en visio, mais qui est largement compensé par le nombre d'entretiens, puisque ils sont passés de 2 à 3 entretiens par jour, le temps de se déplacer, à 6 ou 7. Donc, c'est vraiment énorme. La productivité a été multipliée par 2 ou 3. Ça veut dire aussi, et ça, les commerciaux et puis le back-office, j'avais le directeur du back-office qui me disait ça récemment avec les yeux qui brillent. Il me dit, Hélène, on est passé en moyenne d'une souscription qui dure 10 jours, globalement, de bout en bout, ça peut durer 1 heure, si c'est de la full des maths. En 1 heure, le client, il a son contrat. C'est aussi une prospection qui a été développée par les réseaux sociaux. Et puis, on peut accompagner les commerciaux, puisqu'ils sont en visio, le référent, le commercial senior peut l'accompagner. Le service client, il a gagné à ISO effectif. Il couvre 30 à 40% d'activité en plus, donc c'est vraiment non négligeable. Ça a permis de couvrir complètement la hausse d'activité. Alors, en termes de transformation, on a capitalisé sur tous les ingrédients appris pour accélérer cette transformation. Une gouvernance revue, excusez-moi. On a dématérialisé d'autres process, le recrutement, la formation initiale. En ce moment, il y a une formation initiale qui se fait totalement en vidéo. L'intégration qui est en mixte, à la fois physique et à la fois avec plein de modules de formation au fil de l'eau d'une demi-heure, d'une heure en vidéo, qui permet de faire bénéficier les 300 commerciaux en même temps. Le réseau, il a été vraiment professionnalisé. On a fait beaucoup de formations durant le confinement. On a des locaux qui vont être réimaginés. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Qui vont être adaptés pour faire de la visio et du téléphone. Et puis, c'est un marché élargi à la France entière et à une clientèle qu'on atteignait moins de cadres sup, de cadres dirigeants. Et puis, ça a structuré l'agilité de cette PME qui était très, très agile. Alors, au final, cette transformation dans une entreprise certes agile, elle peut totalement se transposer à d'autres sociétés, à des grands groupes, puisque c'est de la co-construction avec tous les acteurs terrain, que ce soit les commerciaux, que ce soit ceux qui s'organisent, le service client. Et le principe, c'est un changement qui apporte beaucoup plus au commercial et aux clients, et du coup, qui sera adopté plus naturellement. Alors, Quentin, je te laisse la parole pour expliquer comment transformer son expérience client. Merci Hélène. Et pour ce retour d'expérience passionnant sur une digitalisation menée de main de maître dans une période qui était quand même particulièrement compliquée et qui vous a obligé à vous réinventer très rapidement. Effectivement, les participants à ce webinaire pourraient se demander est-ce que si je ne me suis pas transformé pendant le confinement, c'est trop tard? Bien entendu, non. Hein. Ce que nous retenons de ce REX, c'est que ce qui a rendu cela possible chez Predictis, c'est une sorte d'union sacrée entre le COMEX et le terrain avec les commerciaux. Et finalement, c'est effectivement un des facteurs clés de succès des transformations que nous accompagnons chez nos clients pour devenir plus centré client et améliorer l'expérience. Mais nous allons entrer directement dans cette dernière séquence dans laquelle nous vous exposons de nombreux facteurs clés de succès et les démarches à adopter pour transformer votre organisation au service d'une meilleure expérience client. Tout d'abord, comme pour toute évolution stratégique d'une entreprise, comme la transformation digitale,
devenir centré client va venir impacter les 5 composantes clés de l'entreprise. L'organisation, bien entendu, les méthodes de travail et processus internes, les hommes et les femmes qui composent l'entreprise, les outils utilisés, et souvent les locaux qui doivent évoluer pour permettre aux 4 autres composantes de s'exprimer pleinement. Notre conviction est que devenir centré client, tout d'abord, doit s'inscrire dans la raison d'être de l'entreprise. Donc, on est sur le volet organisation. Ça doit irriguer l'entreprise, que cela soit dans les orientations stratégiques ou bien dans les modes de fonctionnement. Au niveau des hommes et des femmes, il faut que le client soit remis au centre de l'entreprise, que chacun des collaborateurs soit sensibilisé et formé à garder en ligne de mire le client dans leur quotidien, qu'il soit en interaction directe avec le client ou non. La bienveillance des collaborateurs vers le client est nécessairement bénéfique pour l'expérience client, qui en retour agit positivement sur l'expérience collaborateur, et ainsi de suite. Du côté immobilier, les locaux, sièges ou agences vont évoluer pour permettre de concevoir de manière collaborative les expériences clients de demain et de les matérialiser ensuite dans les espaces d'accueil des clients. Nous avons observé que de nombreuses entreprises connaissaient à peine les parcours et expériences clients que leurs clients vivaient au quotidien, que ce soit leur point de douleur, leur grief vis-à-vis de la marque, ou au contraire ce qui va générer une expérience positive. L'utilisation des parcours clients, qui sont des supports très communicants et visuels, va permettre de porter plus facilement dans l'entreprise la voix du client et de booster sa prise en compte dans toutes les directions de l'entreprise. Enfin, et comme vous l'avez vu, avec l'intervention de Guillaume et Clément, les outils sont de plus en plus nombreux pour venir en appui d'une expérience client best in class, qu'il s'agisse d'outils digitaux ou bien de nouvelles méthodes de travail, comme la généralisation du design thinking, qui permet de prendre en compte le besoin client à toutes les étapes de la mise en marché d'une offre, d'un produit ou d'un service. Si on regarde maintenant plus concrètement sur comment y parvenir pour chacune de ces composantes, sur le volet organisationnel, ce qu'on va observer, c'est que la transformation, puisqu'elle est transverse à toute l'entreprise, doit être impulsée et suivie au niveau du COMEX et être relayée par le middle management jusqu'à rayonner sur le terrain. C'est très bien, c'est ce qu'a très bien montré Hélène avec son retour d'expérience. Sur le volet humain, là encore, ça va être au COMEX de se retrousser les manches pour accompagner les collaborateurs et faciliter ce changement de posture. Que cela soit par des voyages apprenants dans nos entreprises, par des immersions terrain au contact des clients, toutes les opportunités sont à saisir ou à provoquer pour aller rencontrer des clients pour de vrai et comprendre quels sont vraiment leurs parcours afin de parer au risque de croire connaître ses clients sans jamais les avoir rencontrés. En termes de méthodes et processus, si nous devions en tenir que 3, nous garderions par exemple le développement des méthodes de social listening pour être en veille active sur ce que les clients pensent de l'entreprise sur les réseaux sociaux en temps réel, mais également l'écoute client de manière générale avec la multiplication des enquêtes, focus group ou communauté client. Les parcours clients, on en a déjà parlé, qui vont permettre de formaliser et partager les parcours réels issus de la veille client, et le design thinking pour concevoir à partir de ces inputs les parcours et expériences de demain. Enfin, les outils qui, au-delà de permettre de nouvelles méthodes de travail, viennent outiller la relation client en répondant à leurs attentes, qui peuvent être par exemple fluidifier les parcours clients, sécuriser les interactions, redonner de l'autonomie, et en donnant aux entreprises des points de mesure à 360 degrés des interactions avec leurs clients. La transformation customer-centric étant une transformation complexe, des outils vont permettre de l'accélérer en pilotant les actions associées, ainsi que de mesurer l'efficacité des actions de conduite du changement. En synthèse, comment débuter concrètement dans votre transformation customer-centric? Nous proposons de commencer par définir une transformation qui soit adaptée à l'histoire de votre entreprise, en lien avec votre stratégie business, et en passant bien entendu par une étude de la concurrence et des best practices du secteur. Il va s'agir ensuite de construire une première roadmap réaliste sur les use cases à forte valeur ajoutée, puis d'identifier les enablers nécessaires à mettre en place en prérequis. L'organisation cible, et en particulier les interactions métiers IT, doivent être clairement précisées avec la trajectoire pour y parvenir et l'accompagnement au changement des collaborateurs à mettre en place afin d'embarquer tous les collaborateurs et s'assurer qu'ils soient moteurs. Les différentes briques technologiques et leurs intégrations sont ensuite définies en regard des cas d'usage avec une logique de palier stable, c'est-à-dire un palier technologique pouvant rester dans cet état indéfiniment si les investissements doivent s'arrêter. Les premiers use cases sont alors mis en œuvre et nous recommandons de célébrer et communiquer largement sur les succès associés, ce qui va permettre d'accompagner la conduite du changement et d'embarquer les collaborateurs. Enfin, un pilotage rapproché de ces chantiers et bien entendu la poursuite des travaux sur de nouveaux cas d'usage permettent de continuer à progresser dans la transformation, dans une logique d'amélioration continue et d'apprentissage en marchant. Il est désormais temps pour moi de laisser à Guillaume la tâche ardue de conclure ce webinaire. Merci Laurent et merci à tout le monde. On a vu effectivement que c'était des vraies opportunités liées aux technologies, liées aux outils, aux tendances. Quand on parle d'outils, pour avoir une transaction de bout en bout autour de la communication, de la signature, du partage, de la visio, de la vision 360 aussi, pour faciliter l'usage de ces outils. Il y a aussi toute une partie sur la bonne pratique.
Mais au-delà de ces outils, et quand on parlait au début du Covid, ça n'a pas créé de tendance, ça a juste confirmé certaines tendances, ça les a boostées pour certains points. Autour des outils et des bonnes pratiques, c'est l'objectif des aspects sans couture, des interfaces unifiées, du conseiller augmenté. Et ce qui est intéressant de noter, c'est aussi cette relation mixte sous contrôle du client, du conseiller augmenté, du online et de la proximité, et aussi par rapport au retour d'expérience d'Hélène chez Predictis, où on voit effectivement que si on s'implique, si on alors à marche forcée ou alors par conviction, ou en tout cas si on s'implique fortement et qu'on y va vraiment dans la transformation digitale, effectivement les gains sont là et parfois même sont insoupçonnés. Donc, pour conclure vite, et parce que j'ai vu qu'il y avait aussi une question qui était posée, bien sûr qu'on est prêt et nous serions bien entendu ravis d'en discuter avec vous, que ce soit autour de la transformation, de l'accompagnement avec Laurent et Oresis, que ce soit aussi avec Rémi, qui nous a beaucoup aidé à préparer cette présentation et qui est BizDev orienté sur les banques et les assurances. Donc bien sûr que nous serions bien entendu ravis d'en discuter avec vous pour détailler, expliquer, rentrer dans le détail de certains des points, parce que là on est en mode plutôt partage et un peu en teasing sur certains points évidemment. Peut-être que là on peut regarder pour une des questions. Quentin? Ouais, je vais regarder, Guillaume. Merci. Donc effectivement, il y a plusieurs questions qui sont apparues, notamment une première question pour Hélène. Est-ce que Hélène, tu pourrais nous réexpliquer ce qui permet de penser que ça pourrait fonctionner dans une plus grande structure que Predictis? Et est-ce que le fait d'avoir un réseau beaucoup plus grand nous permettrait quand même d'impliquer tout le réseau? Oui, alors effectivement, moi, je l'ai vécu aussi chez AXA. Donc, qu'est-ce qui permet la gouvernance? Donc, chez Predictis, on a maintenant tous les chantiers stratégiques, on a un pilotage en binôme avec un membre COMEX et un représentant réseau, et puis évidemment un groupe de travail avec les commerciaux. Chez AXA, on l'a vécu de la même manière, puis je vais répondre aux deux questions en même temps. On avait finalement un référent par sujet, par chantier stratégique dans chacune des 9 régions d'AXA. Et puis, donc avec des systèmes de remontée, de descente, etc. Et puis, en fait, on était aussi tout le temps sur le terrain. Ça, c'est aussi, il y avait un principe de confiance dans l'équipe et de confiance dans sa capacité à sortir de la boîte logique. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? La structuration de l'agilité qui est vraiment importante. Avec un système de remontée des réclamations, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, et de l'expérience client, donc des clients en direct. On avait même fait une appli mobile qui permet aux clients de réclamer si par exemple il y avait un collaborateur d'AXA qui était dans un dîner avec un client qui était un de ses amis qui avait une réclamation, il avait un moyen de le remonter très très vite à la bonne équipe. Très bien. Merci beaucoup, Hélène. Je prends une autre question et qui s'adresse finalement, à mon sens, à toi, mais aussi peut-être à Clément. Quelqu'un qui veut savoir quel est l'impact de la digitalisation sur les processus de souscription. Autrement dit, quelles étapes de la souscription ont changé durablement grâce au confinement? Et donc, enfin, je m'adresse à vous deux parce que il y a donc effectivement Hélène avec ton retour d'expérience, et peut-être que voilà, Worldline pourra nous dire un peu quels sont les outils qui ont le plus le vent en poupe, qu'est-ce qui a le plus évolué. Mais je vais te laisser commencer, Hélène, peut-être. Qu'est-ce qui a changé? Alors, c'est de encore plus partager ce qu'on est en train de faire avec le client, puisque quand on est en visio, en fait, on montre et les clients voient depuis son propre PC comment on utilise les outils, etc. Donc, ça apporte beaucoup de transparence et le client peut dire « Ah ben non, je viens de dire que je gagnais, je sais pas, 5 000, vous avez mis 3 000, etc. » La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup moins laborieux. Tout le quart d'heure perdu ou une demi-heure de remplissage du papier, etc., on le gagne, comme je l'ai cité tout à l'heure. C'est idiot. Et puis, de manière très concrète aussi, il y a un vrai sujet de collecte des pièces justificatives.
dans ces métiers-là, il faut avoir tout un tas de choses, l'avis d'imposition, la carte d'identité, tout un tas de… et là, ça circule très facilement et finalement, la transformation de la signature est très facilitée sur cet aspect-là. Et puis, le client, ensuite, on fait gagner du temps parce qu'on a déjà tous ces documents. Et quand on fait d'autres contrats, on repart avec tout le contexte et donc on gagne du temps sur la suite. D'accord. Oui, juste pour compléter là, en effet, c'est des phénomènes qu'on a vus du coup auprès de nos clients, que ce soit en termes de statistiques, d'envoi de messages, de partage de documents. Ce qui a beaucoup évolué surtout, c'est sur chacun des canaux où il y avait des échanges, des questions qui étaient posées. Il y a beaucoup d'options qui ont été rajoutées pour justement mettre en place les signatures électroniques, mettre en place des espaces de partage de documents. Dans la plupart des banques qui sont clients chez nous de solutions de messagerie et d'échange, généralement, bien sûr, les statistiques ont pratiquement doublé sur le nombre d'échanges par message, mais c'est surtout la mise en place rapide chez les conseillers qui a fait un gros changement, de permettre le télétravail, de permettre d'avoir cette vision de tous les échanges, même en étant chez eux, et derrière d'avoir les options nécessaires pour partager les documents de souscription, qui permettaient une grande réactivité et à ce moment-là d'aller jusqu'à la signature électronique automatisée ou déclenchée. Merci Hélène. Merci. On pense vraiment à la technologie sur vraiment l'interprétation des documents. Et donc, il y a vraiment cette force aujourd'hui de pouvoir, sur des documents de carte d'identité, de permis de conduire, aller collecter des informations sans nécessairement demander une ressaisie au client. Et ça, ce sont des vrais apports aujourd'hui qui permettent vraiment de faciliter le parcours. Je propose de prendre une dernière minute pour la dernière question, donc qui est sur la conduite du changement autour de la transformation customer-centric. Comment finalement est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité des actions de conduite du changement? Donc je pense que la question s'adresse à nous et je vais la prendre. En fait, on a un certain nombre d'outils et de démarches et issus de notre capitalisation, en tout cas côté Oasis, qui nous permettent en amont d'identifier l'effort de conduite du changement à mettre en œuvre, de réaliser des points de mesure réguliers de l'appropriation au changement du changement par les collaborateurs au fil du projet. Et on a même des nouvelles innovations qui nous permettent de mesurer l'épanouissement des collaborateurs lors de cette transformation. Voilà, pour s'assurer que tout se passe bien et qu'on n'est pas en train de détruire des choses et surtout des relations et des personnes dans l'entreprise. Voilà, mais enfin, on va pas pouvoir développer beaucoup plus là, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Nous allons vous envoyer demain une enquête de satisfaction, comme ça vous aurez nos coordonnées également. N'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez voir plus longuement abordés. Voilà, donc on vous propose d'en rester là. On va vous remontrer nos visages pour terminer. Voilà, et on vous remercie encore d'avoir participé aussi nombreux à ce webinaire et on vous dit à bientôt le cas échéant et bon appétit et merci. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.